c'est le dernier vendredi du mois. Dans Smart Bourse, nous dressons le grand tableau de bord des marchés avec nos 3 invités, 3 experts pour 3 dimensions d'analyse de marché. Jean-François Bête, directeur général de Cantalis. Bonsoir Jean-François. Oui, bonjour Pauline. Bertrand Lamiel, directeur de Ports en Part Gestion. Bonsoir Bertrand. Bonjour Pauline. Et Laurent Albi qui nous accompagne également, responsable de Next Momentum. Bonsoir Laurent. Bonsoir Pauline. Merci à vous 3 d'être là. Donc on va évidemment parler de ce qui se passe sur les marchés. On va faire une rétrospective du mois de juin, un mois de juin qui n'a pas été de tout repos d'ailleurs. Le contexte politique français est plus que jamais présent dans les esprits des investisseurs puisque nous sommes à 2 jours du premier tour des élections législatives. Jean-François, pour commencer, quand on regarde les flux, ce qui saute aux yeux, c'est que les investisseurs européens deviennent négatifs. Oui, effectivement. Oui, Pauline, effectivement, je ne sais pas si on a les graphiques qui vont s'afficher, mais si on fait un focus d'ores et déjà sur le mois de juin, on voit que c'est un peu la fuite des capitaux. C'est une sortie rouge vif sur les actions France, Euro, Europe. C'était déjà pas terrible sur l'année 2024. Les classes d'actifs risqués, actions diversifiées n'étaient pas au mieux. On voit le graphique là sur la très longue période, donc on va pas remonter en 2010, mais on voit déjà que 2021 c'était très bonne année à la fois en marché et en collecte. 2022, c'était la catastrophe, on se souvient des actions des banques centrales, donc très mauvaise année sur les marchés, très mauvaise année sur la collecte. 2023, les investisseurs reviennent post-dislocation sur les marchés, mais plutôt sur une approche obligataire. On voit du noir et du bleu en positif et plutôt du négatif sur la partie diversifiée, fonds diversifiés actions. Donc le rebond de 2023 n'a pas profité aux investisseurs. En tout cas, ils ne se sont pas engouffrés dans ces thématiques, sur ces thématiques. Et 2024, ça se poursuit. Donc on a les 6 premiers mois, le premier semestre de 2024 qui reste un petit peu en demi-teinte, on va dire, ou pas terrible pour l'industrie de la gestion, avec des investisseurs qui restent très averses au risque. Juin, alors le mois de mai était plutôt positif. On a vu un retour des investisseurs, notamment sur des small caps. Il y avait une sorte de dispersion, ça ruisselait sur l'ensemble des classes d'actifs. Patatras, la dissolution arrive. Le mois de juin repart vers le sud. Les investisseurs ressortent des marchés et retrouvent un peu les vieux réflexes de 2023 et début 2024. Donc on sort des actions France, Euro, Europe et on rentre. On arbitre en faveur des actions américaines. C'est plutôt sur des grandes valeurs. On verra tout à l'heure dans le détail. Et l'autre élément, l'enseignement sur le mois de juin, s'il fallait donner une synthèse tout de suite rapide, c'est une collecte sur des fonds monétaires. Donc c'est fly to visibility et fly to quality, to liquidity. Donc on revient sur des fonds monétaires, alors que la plupart du temps, c'était plutôt sur de l'obligataire. Ou obligataire court terme, genre Govies US, qui aussi profitent d'investissements. Mais en tout cas, voilà, il y a un stress sur les marchés, des investisseurs qui en profitent pour sortir. Ce qui est assez aussi amusant, on verra tout à l'heure dans le détail, c'est que les investisseurs retail sont concernés. La plupart du temps, ils étaient relativement zen par rapport à l'environnement de marché. On avait des flux de collecte réguliers de la part des distributeurs. Là, on a des très très fortes décollectes sur des fonds assez symptomatiques, genre affaires, actions euro, les grands fonds, en fait, retail, des grands assureurs, des grands réseaux d'épargnants français qui se sont mis à vendre. Donc il y a un peu un phénomène de fuite des capitaux en ce moment, toutes choses étant égales par ailleurs, mais qui se matérialise sur les actions françaises. Donc ça concerne aussi bien les institutionnels que les particuliers, c'est ça ? Oui, alors je pense que chez les institutionnels, il va y avoir un peu des arbitrages ou des couvertures ou des désensibilisations, mais avec des paquebots, puisque quand vous êtes assureur, vous avez 4-5% d'actions, vous n'allez pas faire de mouvements massifs à 3 jours d'une élection. En revanche, et on voit un peu la tendance qui s'était matérialisée ces derniers mois sur je fais attention à l'Europe qui est un peu le maillon faible. Depuis la guerre en Ukraine, j'allais dire un peu, de début 2022, c'est pas un engouement fort pour les actions européennes, au contraire. Et plutôt toujours sur des actions américaines qui profitent un peu de cette visibilité, de cette relance industrielle, politique monétaire, politique budgétaire surtout cette fois-ci. En revanche, les particuliers, eux, ont une réaction un peu épidermique liée à la dissolution. Et donc c'est une phase d'abandon en disant je sors des actions françaises, des actions européennes. Et c'est un petit peu nouveau.
Et pour faire le lien avec l'autre élément, c'est en faveur du monétaire. Et pour des particuliers, ça va être plutôt en faveur du fonds en euros ou du livret A. Donc on n'utilise pas les mêmes leviers, mais les réflexes sont un peu là. C'est ce que j'allais dire sur l'épargne de précaution. On a vu donc un retour en force des fonds en euros et un succès pour le livret A, Jean-François. Oui, donc c'est lié à la fois au niveau de taux d'intérêt. Quand vous avez un livret A qui vous rapporte du 3%, l'inflation est à 2,2%, vous dites, et c'est validé jusqu'en février 2025, donc il serait bête de ne pas en profiter. Donc vous avez 3 milliards par mois toujours sur le livret A, et donc on bat des records dans le cours. Et la deuxième chose, c'est le fonds en euros. On est toujours un peu sur ces niveaux de taux d'intérêt, taux obligataires. Donc c'est un gros proxy pour faire du marché obligataire quand vous êtes particulier. Il y a des fonds euros boostés. Pour la première fois, donc c'est pas moi qui le dis, c'est France Assureur, l'association professionnelle. Depuis 2021, c'est la première fois qu'on retrouve une collecte nette positive sur des fonds en euros. Alors qu'on se posait beaucoup la question de la mort des fonds en euros et la fin de ce rendement, notamment lié au taux négatif. Là, on retrouve du grain à moudre. Et alors, l'autre mouvement, c'est plutôt au détriment des unités de compte. On est passé de 41% en moyenne de cotisation sur des unités de compte à 35%. Les investissements sur les unités de compte sont en baisse, sont en négatif et en baisse de 8%, alors que c'est en forte hausse sur les fonds en euros. Donc, on retrouve cette aversion au risque auprès des investisseurs qui veulent de l'épargne de précaution, de liquide et qui en plus rémunère bien. Donc voilà. Je vous propose de passer sur le monétaire et les obligations. Donc ça collecte. Par contre, les actions et les diversifier, pas vraiment. Oui, alors donc on retrouve un peu cette tendance sur plusieurs mois. On voit que là, on a fait un focus sur 4 ans et on voit les derniers mois, on a eu une annonce de banque centrale de pivot, de baisse des taux. Donc les investisseurs ont suivi ce mouvement sur les obligataires. Les classes d'actifs obligataires sont celles qui ont plus collecté sur 2024. Vous vous souvenez des célèbres fonds obligataires à échéance. Enfin voilà, donc on a repris du risque de taux. Les taux rémunèrent et en plus, le signal envoyé par les banques centrales, c'est je vais baisser les taux. Donc j'essaye de cristalliser un taux qui est affiché pour pouvoir le porter pendant 4-5 ans. Donc ça, c'est ce qui a bien marché. Sur période récente, on voit une inflexion en noir sur les fonds monétaires. Ce que je disais, le mois de juin était très positif sur les 11 milliards d'euros de collecte sur le monétaire. Alors le mois de juin n'est pas encore terminé, donc c'est encore de l'estimer, mais ce serait bien le diable que ce ne soit pas dans ces ordres-là. Et inversement, les actions, c'est négatif, mais j'allais dire pas tellement négatif jusqu'au mois de juin. Là, le mois de juin, ça souffre un peu, mais j'allais dire que les investisseurs sont restés relativement zen avec cette bascule. Je sors de l'Europe, je continue à investir sur les US. Et donc, au final, vous vous dites, globalement, sur les actions, que ce soit Europe ou US, ça n'a pas trop bougé. Le bain de sang vient des fonds diversifiés, moins 70 milliards. Et dans ces moins 70 milliards, les fonds flexibles sont à moins 50 milliards depuis le début de l'année. Vous avez tous les fonds patrimoniaux en tête, les Carmignac Patrimoine, etc., ou les fonds diversifiés profilés, qui souffrent de l'environnement actuel. On voit sur le graphique qui suit la descente aux enfers de ces approches un peu flexibles. Parce que c'est difficile de diversifier dans la période avec l'obligataire. Et les investisseurs ont bien compris que c'était piloté par les banques centrales. Donc finalement, autant faire des produits purs. Je fais des actions pures ou des obligations pures. On l'a vu, le succès des fonds obligataires. Donc je sais où j'investis, je sais combien ça me rapporte, versus des fonds flexibles qui sont un peu gérés justement parfois en boîte noire, donc l'investisseur n'a pas forcément confiance. Et en plus, je le disais, par rapport au réseau de distribution, les réseaux ont mis le paquet sur fonds en euros, livret A, produits bancaires, produits structurés et autres produits un peu en mode commando, et donc sont allés chercher les capitaux sur là où ils étaient, c'est-à-dire sur des fonds diversifiés. Et si on fait le focus sur un mois, donc fin mai, fin juin, même si le mois, voilà, c'est un peu le graphique spécial dissolution. Et on voit un peu ce qui s'est passé. Donc déjà, premier élément à gauche, on voit que c'est rouge vif sur les actions européennes. Les investisseurs sont sortis 3 fois plus sur le mois sur ces classes d'actifs actions Europe que sur les mois précédents. Vous allez me dire, c'était déjà pas terrible, c'était déjà un peu négatif, mais là, c'est encore plus pire. Et le deuxième enseignement, c'est qu'on voit que ça bascule. Donc, ces sorties sont quand même arbitrées sur des actions US
tech, grande valeur, les 7 magnifiques. Donc on joue, j'allais dire bêtement, les grands indices américains qui, eux, en profitent visiblement. Et en tout cas, en provenance de l'Europe, clairement. Action Monde, Action US, mais on sait qu'Action Monde, c'est à 70% US, donc ça reste très US, tout ça. Et l'autre élément à l'extrême droite, j'allais dire, sans jeu de mots, c'est gros investissement sur des fonds monétaires. Vous voyez, 11 milliards de collectes sur le mois sur des fonds monétaires. Donc là encore, on bat des records sur cette classe d'actifs. Comment expliquer la tendance sur les fonds flexibles, Jean-François ? Alors, sur les fonds flexibles, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc on a vu le graphique. Peut-être qu'on peut faire 2 focus sur les ETF et l'ESG pour terminer un peu la tendance. Voilà, ça permettra de donner un éclairage, parce que c'est des thématiques qu'on suit beaucoup sur Bismart. Oui. La première bascule, c'est, je le disais tout à l'heure, des investisseurs qui sont sortis de l'Europe, qui s'engouffrent sur des ETF, sur des actions américaines via des ETF, sur 2 ans, donc ce n'est pas juste le mois de juin, sur 2 ans, c'est 200 milliards d'euros en faveur des ETF actions, moins 200 milliards en défaveur des fonds actifs. Donc les investisseurs jouent un peu cet effet large cap, monomaniaque autour des grandes valeurs, des méga caps américaines. Alors, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais pour l'instant, ça a l'air de marcher. Les Nvidia et autres sont toujours plutôt bien orientés. Et le deuxième enseignement, c'est l'ESG, parce que c'est une thématique, c'est une approche qu'on regarde, qu'on aime bien regarder chez Cantalis. Et on voit que pendant longtemps, ça a plutôt bien résisté. 2023, les investisseurs restaient relativement zen sur ces approches. Et on voit que depuis quelques temps, c'est plutôt en sortie sur des approches ESG. Donc on a des fonds ESG, des thématiques ESG qui souffrent, énergie renouvelable, etc. Et on a au contraire cette bascule en faveur des non-ESG. Alors le non-ESG, c'est des thématiques tech, on en a parlé, les tech US, c'est des thématiques industrie, quand vous faites de l'industrie, le réarmement, enfin réindustrialisation, onshoring aux États-Unis. Donc le réindustrialisation de nos territoires, c'est un thème qui a été beaucoup abordé, et aussi la partie défense, typiquement, qui est jouée, et donc là, on n'est pas du tout sur l'ESG, et donc c'est ce que vont rechercher en ce moment des investisseurs. Donc on retrouve là encore l'effet investissement en action un peu flat, pas terrible, pas vraiment de gros mouvements si on regarde à grosse loupe les actions, mais dans le détail, on voit des vraies dispersions d'approches. On a parlé Europe-US, on a parlé ESG, on a parlé ETF, fonds actifs. Enfin voilà, il y a des vrais choix et un changement de paradigme qui est très fort de la part des investisseurs européens. Merci beaucoup Jean-François pour ces précisions. Bertrand, je me tourne vers vous. Alors on va commenter le contexte de marché au terme de ce mois de juin et surtout au terme de 3 semaines chahutées. Et puis on va reprendre évidemment la question qui est posée par les flux qu'évoquait Jean-François sur la collecte des obligations et le monétaire. Mais d'abord, Bertrand, d'un point de vue plutôt des investisseurs, quelles sont les questions que vous posent les clients ? Est-ce qu'ils sont inquiets à propos de leur portefeuille et de la situation politique ? Oui, forcément, il y a un petit peu, on sent bien qu'il y a l'inquiétude qui monte. Et donc, face à ça, donc l'inquiétude est qui devient un phénomène ambiant. Nous, dans notre approche, on va essayer de raisonner au maximum sur cette inquiétude et d'aller regarder factuellement les facteurs de stress du marché. Donc, il y en a un qui est immédiat, qui est, quand bien même on fait plutôt des actions chez Portzamparc, c'est d'aller regarder ce que nous disent les obligataires sur les taux longs. Et là, on le voit, autant en Allemagne, aux États-Unis, on voit les courbes, donc Allemagne au-dessus, France au milieu, voilà. Jusqu'à présent, ça a bougé à peu près à l'unisson, avec plus ou moins d'ampleur, mais globalement à l'unisson. Et on voit dans les ellipses que là, pour le coup, Allemagne et États-Unis ont amorcé une baisse des taux longs et que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas en France. Donc en fait, il y a une prime de risque qui s'est installée depuis la dissolution sur la dette française, qui fait que elle reste sur des niveaux élevés. Et ce graphe, j'ai dû le faire il y a 2 ou 3 jours, donc il est remonté encore un petit peu. Et le taux allemand a baissé encore un petit peu. Donc on voit bien que du côté de ceux qui vont prêter, qui vont aux États, il y a une prime de risque qui s'est agrandie sur l'État français, et c'est pas le cas du tout sur les 2 autres grands pôles où on peut trouver avec des bons niveaux de notation. Donc ça, c'est le premier niveau.
sur la remontée du risque, les indicateurs à surveiller peut-être? On a quelque chose on a les indicateurs de volatilité, donc en fait le stress qui est présent sur le marché action. Donc on va regarder aux États-Unis et en Europe, et là on voit effectivement qu'on a à peu près le même schéma, c'est-à-dire aux États-Unis ça reste très bas, on a un indice de volatilité qui reste sur des points bas, on était même avant la dissolution sur des points bas historiques à 11 qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, je parle en dizaines d'années. Immédiatement, ça a choqué un peu sur l'Europe, et donc on voit que la volatilité est remontée. Maintenant, il faut raison garder, on le voit sur les graphes, la volatilité est remontée, mais voilà, j'ai pris à dessein un graphe qui remonte à 2020. Quand on est en situation de stress panique, sur le VIX en bleu, on était monté à 80. Là, on est juste remonté à 20. Donc, et tant qu'on ne sera pas du côté des 30-35, on ne sera pas en stress panique. D'accord. Mais on voit bien qu'au niveau des investisseurs, ça se matérialise, les gens sont prêts à agir. Il y a eu des volumes qui ont augmenté, pareil, sur les marchés. Donc, on voit qu'il y a un environnement où tout le monde a bien compris que ce qui sortirait des urnes ce dimanche et 15 jours après, forcément, aurait un impact sur, 1, l'économie française, 2, les actions qui ont une partie, les sociétés qui ont une partie de leur activité sur le territoire français. Pour autant, donc certes, le risque remonte, la sensation du risque remonte. Il faut quand même raison garder, parce que si on va sur le prochain graphe... Sur le vrai stress. Sur le vrai stress, encore. Donc là, on revient pareil sur les écarts entre l'emprunt allemand et l'emprunt français, donc le spread. Donc on le voit dans l'encadré, là, on voit bien que ça remonte pour tout le monde. Donc c'est pas une situation franco-française. Sur le spread portugais, espagnol, grec et italien, ça remonte pour tout le monde. Plus vite, il faut être complètement transparent, plus vite sur le taux français, mais sur tous les autres. Donc en fait, c'est plus la dette allemande qui devient une valeur refuge au détriment de quasiment toutes les autres de la zone euro, avec un bémol évidemment sur la situation française. Et pareil, quand on dézoome et qu'on va regarder le vrai stress sur la dette, c'était en 2011, au moment où on a pensé que la zone euro pouvait éclater. Donc vous voyez un peu où on en était en termes de stress. Alors là, en noir, c'est le spread grec qui était... ça s'est pu exploser à ce niveau-là, j'ai pas de terme. Donc oui, en ce moment, le stress remonte, mais voilà, on n'est pas non plus sur des niveaux énormes. Et après, quand on va regarder du côté des valeurs, on voit effectivement que certaines ont été identifiées à tort ou à raison comme étant franco-françaises, comme ayant voilà, une partie de leur activité qui pouvait être touchée par la mise en application du programme de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, et qui ont immédiatement perdu 10-15%. Mais ce n'est pas le cas partout. Le CAC, certes, a reculé, mais l'Eurostoxx beaucoup moins. Et puis surtout, pendant ce temps-là, aux États-Unis, ça se passe très bien. Les États-Unis continuent à être tirés notamment par les grandes capitalisations, et vous avez le SPI et le Nasdaq qui continuent à enchaîner des séances de hausse. Donc, pour un investisseur qui a la possibilité de se diversifier, il y a des choses à faire. Et donc, nous, notre message vis-à-vis des clients, c'est de dire, il faut se préparer à agir, il faut regarder raisonnablement ce qui est en train de se passer sur le marché. Si on pense que sur certains titres, il y a des attaques qui sont trop fortes, donc là, on a nos indicateurs qui nous aident là-dessus. Se dire, OK, là, il se passe quelque chose et il vaut mieux se tenir à l'écart pour le moment. Mais sur le reste, si les titres sont bien et ne sont pas attaqués, surtout conservez-les. Parce que quelque part, un titre qui n'est pas attaqué dans la période de stress qu'on connaît, c'est bien la traduction du fait que les investisseurs, 1, ne les vendent pas, 2, s'ils ont de la monnaie, vont plutôt aller là-dessus que sur le reste. Donc, globalement, on reste en confiance. Donc, c'est ce message-là, et il faut éviter les situations où on va surréagir parce que c'est rarement bon. Et si on regarde... Oui, les types de réactions post-élection. Un rappel à l'humilité. Alors j'ai repris des élections où à chaque fois il y avait une tension assez forte. C'est-à-dire que si on prend Donald Trump, première élection... tout le monde disait, bon d'abord, la Maison-Blanche, c'est pas pour Donald Trump, c'est pas possible. Accessoirement, son programme économique, ça va mettre Wall Street par terre. Les Américains vont jamais y aller. Bon, ils y sont allés. Et là, immédiatement, on le voit dans l'ellipse verte, le marché a redémarré. Et en trombe. Donc, une des réactions possibles, c'est ça n'arrivera pas. Et quand ça arrive, finalement, c'est tout l'inverse de ce qu'on avait pu prévoir. Sur le Brexit, tout le monde était unanime de dire les Anglais ne feront jamais cette folie. Ils n'iront jamais au Brexit. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était une catastrophe économique et que ça ne se ferait pas. Bon, la réalité, c'est que ça s'est fait. Donc, tout le monde a été battu à plat de couture sur les pronostics. Derrière, on a vécu 15 jours, 3 semaines de marché franchement affreux.
Et au bout d'un moment, les investisseurs ont repris raison, ont remis les chiffres dans les cases, se sont dit, non, finalement, c'est pas... Et en 3 mois, 6 mois, on a reconstruit une tendance haussière sur les marchés. Sur l'élection de Macron, c'est la même chose. Tout le monde était là en train de dire, le deuxième tour, ce sera un Mélenchon-Le Pen. Et donc, évacuer complètement la possibilité à Macron d'y être, alors que c'était pas ce que disaient les sondages. Et globalement, s'il s'est passé quoi ? Les marchés ont baissé, on a eu des ventes relativement fortes de la part de pas mal d'investisseurs, et au moment où Macron était sur le... Alors, je ne sais plus si c'est le premier tour ou le deuxième tour, on a un gap de 8,5% sur le marché, qu'on n'a pu combler que 6 ou 8 mois plus tard. Donc celui qui est sorti du marché à ce moment-là, quand il voit une hausse pareille et qui continue dans les semaines qui suivent, la proba qu'il attende 6 mois pour finalement ne retrouver que son prix de vente est assez faible. Donc c'est des investisseurs qui ont probablement remis de la monnaie plus cher que ce qu'ils avaient vendu. Et donc ça n'a pas marché. Et sur Meloni, c'est pas évident parce que on se trouve là, le 30 septembre 22, c'est le point de redémarrage des marchés. Et donc, le MIB italien redémarre, mais comme tous les autres marchés. Donc, le fait qu'elle arrive au pouvoir, on ne peut pas lui imputer la hausse du marché, parce que globalement, c'est emporté, toute l'Europe, à ce moment-là, est emportée par la hausse. Bon, un minimum, on peut dire, c'est qu'a priori, ça n'a pas empêché le MIB de monter. Un peu moins vite au départ que les autres indices, mais globalement, voilà. Donc, juste pour dire que sur les élections, et objectivement, quand on regarde ce qui s'est passé sur 4 élections dernières, il faut être... on peut avoir tous les types de réactions de la part du marché, donc il faut être extrêmement humble par rapport à ça, et je pense qu'il faut s'en tenir aux actions qu'on a en portefeuille, et si elles ont toujours un bon comportement, si elles se comportent mieux que elles sont en tendance haussière, elles se comportent mieux que le marché, et qu'on voit dans les séances qu'on a eues que globalement, elles sont moins attaquées quand ça baisse, elles repartent mieux quand ça hausse, c'est qu'on a les bonnes actions. Pour les autres qui ont fait exactement l'inverse, là, si vous en avez 3 en portefeuille, il faut commencer à réfléchir et à se dire, il faut que je trouve autre chose. Et sur les marchés tirés, qui sont toujours tirés par les grosses capitalisations sur indice. Ça ne change pas et ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on le dit, mais effectivement, aux États-Unis, c'est très compliqué de se faire une place sur le podium si on n'est pas une super méga cap. Donc en gros, mis à part Tesla, on va dire les 6 magnifiques continuent à très très bien se comporter et à tirer les indices à la hausse. C'est un peu moins le cas, donc on le voit là, donc la courbe bleu clair là qui monte, ça veut dire que le S&P fait beaucoup mieux que le S&P équipondéré où chaque valeur aurait 1/500e de l'indice. Sur la France, quand on prend le CAC versus CAC équipondéré, on voit que c'est toujours une tendance haussière, mais on va regarder, Total doit être à 0 depuis le début de l'année, LVMH autour de 0, donc, et on voit inversement des Publicis, des Renault qui sont des tout petites capitalisations dans le CAC 40 qui font des performances de l'ordre de 20-30%. Donc, c'est moins net, il y a un peu plus de place en France et en Europe sur le stock picking. Quand on regarde les secteurs qui se comportent bien, aux États-Unis, c'est simple, il y en a 2. C'est la tech et les communications, sachant que dans les communications, vous avez Netflix et Meta, donc on va dire que c'est de la tech. Et donc là, vous avez ce secteur-là qui doit faire à peu près 37 ou 38% de la cote qui tire. Pour tous les autres secteurs, ils font moins bien, ils peuvent monter, mais ils font moins bien que le S&P 500. Donc aux États-Unis, et c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il y a des... pas que pour ça, mais que les ETF marchent bien, c'est pas la peine de s'embêter avec du stock picking. Vous prenez un ETF S&P, un ETF Nasdaq, accessoirement il y en a qui sont éligibles PEA, et vous vous laissez porter sur la tendance. En Europe, on a la chance d'avoir plus de secteurs qui marchent. Il y a la tech évidemment, mais on a aussi l'industrie, on a des petits secteurs comme les médias, comme la distribution, les financières. Alors, même si elles ont été un peu secouées sur les dernières semaines, globalement se comportent bien. Donc il y a un peu plus de champs en Europe pour faire son marché. La santé, pas mal aussi. La santé est en train de revenir, mais alors pareil, la santé c'est disloqué. C'est pas forcément les grands labos, mis à part Novo Nordisk, mais on commence à revoir un peu des noms qui reviennent sur le devant de la scène. Et dernière chose, sur la situation qu'on a connue dernièrement, on voit les indicateurs de stress qui montent. Par contre, il n'y a pas le départ d'une rotation sectorielle. C'est-à-dire que on aurait pu voir revenir les services aux collectivités, on aurait pu voir revenir les télécoms, qui sont par essence en général vus comme défensifs. Et inversement, ça aurait tiré à boulet rouge sur l'industrie et autres. Non, pour l'instant rien. Et même à l'intérieur des secteurs,
il n'y a pas vraiment, les leaders ne sont pas forcément attaqués, donc la situation reste intacte. Donc c'est pour ça, c'est ce qui nous fait dire que à ce stade, oui, le stress est monté, mais les investisseurs, au moment où on se parle, ne se sont pas mis en tête de faire une rotation rapide de leurs actifs. Merci beaucoup Bertrand. Laurent, si vous nous éclairez avec vos outils d'analyse technique, que se passe-t-il sur le CAC 40 ? Est-ce que c'est grave ? Et je rappelle aussi que nous sommes donc à 48 heures du premier tour des élections législatives. Laurent, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans le flou total ? Non, pas encore. Est-ce que c'est grave, docteur ? Alors ça, est-ce que c'est grave ? On le saura lundi. Bon, alors... je ne vais pas reprendre les arguments présentés par Jean-François et Bertrand qui ont assez brillamment exposé le tableau général. Donc, je suis d'accord, le stress est présent. Il n'est pas du tout exacerbé. Après, il y a eu 3 temps. Il y a eu le résultat des européennes, une semaine horrible. Bon, 6% de pertes sur le CAC, personne ne savait ce qui se passait. Ensuite, il y a eu un retour à l'accalmie, une espèce de retour au calme. On ne savait pas exactement ce que signifiait ce retour au calme. Et puis là, depuis aujourd'hui, en fait, ça se retend. Bon. On sent que voilà, ça chauffe un petit peu parce que c'est dans 48 heures et que tout d'un coup, on a l'impression que ça se concrétise. Ça se tend parce que ça arrive, en fait. Voilà. C'est ça. Alors peut-être aussi parce qu'il y a des résultats de sondage, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a effectivement une petite tension qui est perceptible. Sur le CAC, toute chose égale par ailleurs, on est sur un point d'achat. Techniquement parlant, si on fait totalement abstraction de la situation éminemment opaque, et je rejoins Bertrand sur le sentiment des investisseurs qui voient bien que la situation peut être dangereuse, mais pour le moment, on a l'impression que ça ne bouge pas trop. On est sur un point d'achat. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une tendance haussière de moyen terme sur le CAC 40. On est sur un ancien sommet, donc sur une résistance. Il y a un principe d'analyse technique assez connu, assez simple, qui est le principe de changement de polarité. Un ancien prix élevé, quand il a été dépassé, ça devient une opportunité. D'autant plus que techniquement, il y a des arguments qui me font penser que ces 7500 points sont un niveau important. Maintenant, compte tenu de ce qui va se passer dimanche, personne ne sait comment on va se réveiller lundi sur le CAC 40. Donc peut-être que ce niveau va être enfoncé. Donc le stress, il apparaît sous 7500 points. Voilà, concrètement, on est à 7500. Je crois qu'on est un petit peu en dessous maintenant, à quelques minutes de la clôture. Ça va beaucoup bouger lundi. Il y a un gros niveau à 7500 points. Peut-être qu'on va l'enfoncer lundi, mardi, mercredi. Peut-être que ça va revenir après. En tout cas, si ça ne revient pas au-dessus, on part dans une zone de risque. Donc, de tension, vraiment de tension. Oui, c'est-à-dire que pour le moment, on est un petit peu dans le brouillard, avec une possibilité de lecture, de reprise de la tendance. C'est pas ce que je recommanderais à quelqu'un, de payer la tendance ce soir. Mais on est quand même sur un niveau qui est important. Si on casse les 7500 points, on peut aller à 7340, on peut même aller à 7100 points. Donc il faut que le CAC soit soutenu par les investisseurs sur cette zone à 7500 parce qu'on est sur un point pivot. Et si ce point lâche, ça veut dire que la correction, qui est déjà de 10% depuis le point haut précédent, en fait, on ouvre la boîte de Pandore. Et c'est-à-dire qu'après, on ne sait plus où est-ce qu'on peut aller. On peut même retourner sur les 6800 points, bien que ce ne soit pas du tout mon scénario central. D'accord. Donc, première conclusion, le CAC, toujours sur un point d'achat, fragile à 48 heures d'une échéance importante. Si ce point est enfoncé, alors effectivement, ça sera clairement une situation de stress qui, pour le moment, même si on sent qu'elle est en train de pointer, elle n'est pas encore manifeste. Ça, on le verra peut-être donc lundi et encore après le deuxième tour. Ouais, et la semaine prochaine va être importante parce qu'il peut y avoir pas mal de frayeurs lundi. Ce qui va être important, c'est qu'est-ce qui se passe dans une semaine, vendredi prochain. Où est-ce qu'on est ? Ouais. Voilà. Donc, parce qu'il peut y avoir encore une fois un petit peu de volatilité. On fait le point vendredi prochain. Voilà. On revient sur Bismarck. Exactement, parce que ça sera un petit peu... La poussière sera retombée, on comprendra beaucoup plus et beaucoup mieux vers quoi on se dirige pour le deuxième tour, quel type de gouvernement on risque d'avoir, et donc là, les arbitrages, ils vont se faire un petit peu avec de la matière. Là, on n'a pas beaucoup de biscuits pour comprendre effectivement... C'est ça, un arbitrage plus stratégique. Oui, voilà. Donc, pour le moment, on est dans le noir, et vendredi prochain, on en saura beaucoup plus. Sur l'OAT, Laurent, qu'est-ce qu'on peut dire de cette courbe ? Eh bien, qu'elle est
elle est calme. Cette D'accord. courbe. C'est vrai qu'on repart à la hausse, mais on est dans un range entre 2,50 et 3,50. Et encore une fois, ce qui est intéressant de dire, c'est à partir de quel moment ça va commencer à piquer et qu'il y aura effectivement du stress sur la prime de risque. C'est au-dessus de 3,50. D'accord. Tant qu'on est sous 3,50 sur l'OAT, on a eu de toutes les manières une dégradation de la note, de la dette française par S&P. Donc, il y a quand même des éléments qui font monter le rendement de l'OAT, mais on n'a rien franchi. Si on dépasse les 3,50, alors effectivement, là encore, on est dans le stress, et ça peut aller à 3,80 et même à 4. Ça serait vraiment une très mauvaise nouvelle. Une très très mauvaise nouvelle, parce que ça voudrait dire... Qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait ? Ça veut dire que les actions, elles seront très vraisemblablement, elles aussi, parties vraiment à la baisse, et qu'il y aura une vraie défiance par rapport à la capacité du gouvernement français. Aujourd'hui, pour donner un exemple, on est au-dessus du 10 ans portugais. Oui. Donc ça donne un point de repère. Et si on allait sur ces niveaux-là, on serait au-dessus de la Grèce. D'accord. En grec. Donc voilà. C'est pas bon. J'aime beaucoup les Grecs, mais c'est pas une référence forcément positive pour les 10 ans. Mais il y a encore un petit peu de marge avant d'atteindre ces niveaux, Laurent. Voilà, et donc, absolument. Et si on reste sous 3,50, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'effectivement, on trouve une manière de gérer la situation, et il y a surtout des investisseurs internationaux qui ne vont pas vendre la dette française de manière importante, ce qui expliquerait donc la remontée des taux. Il y a donc l'OAT et il y a le spread, donc l'écart entre l'OAT et le Bund allemand. Donc sur l'autre graphe que vous avez apporté, Laurent, qu'est-ce qu'on peut dire de ce spread ? Qu'on est un petit peu dans la zone limite à 80 points de base. D'accord. Voilà, parce que vous le voyez, ces 80 points de base, ils avaient été déjà d'actualité en 2017 et en 2012, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc on a un spread qui revient sur des niveaux d'il y a environ 12-13 ans. Et on est en train de les franchir, puisque la résistance elle est à 80 points de base, et on est maintenant à 83. Et que là aussi, si ce spread il s'écarte, ça sera à la fois parce que le Bund sera considéré comme une valeur refuge, et parce que, encore une fois, on peut avoir un rendement de l'OAT qui va continuer de monter. Donc on est dans la zone de tension, mais on n'a pas franchi ce niveau avant le premier tour. Et encore une fois, on va voir qu'est-ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine. On peut facilement aller sur les 100 points de base si le résultat est mal interprété par les investisseurs. On pourrait même aller sur les 130 points de base. Là, pour le coup, il y aurait... Ça changerait, ça serait pas bon. Ça changerait vraisemblablement quelque chose au niveau de la BCE, parce que malgré tout, la baisse de taux, si on voit qu'on a un spread qui décolle comme ça serait pas bon. Donc on est borderline, et on va voir effectivement comment les choses vont se passer la semaine prochaine. Mais je rebondis juste, Laurent, est-ce que vous pensez que la BCE pourrait intervenir dans un tel cas ? Non, je ne sais pas, mais si on a un spread qui commence à partir à 130, 140, 150 points, à mon avis... il va se passer quelque chose. Voilà. Donc, la Banque centrale n'a pas intérêt à voir laisser les taux monter, et les États non plus avoir des taux trop importants. Elle est porteuse de dettes souveraines, donc elle n'a pas envie non plus de subir un petit peu ça. On parlait de valeur refuge, j'ai oublié de dire tout à l'heure, dans le tiercé gagnant tech US monétaire, mais j'ai oublié l'or. Ouais. Beaucoup de collègues sur les fonds or qui servent un petit peu de valeur refuge en absence de taux d'intérêt, de taux souverains un peu plus zen, puisqu'on voit que ça se coupe pas mal sur les taux français. Et donc les investisseurs utilisent aussi l'or en ce moment pour protéger leurs allocations. On n'en a pas parlé, mais voilà, je referme la parenthèse. Ouais. Et je peux en ouvrir une autre très rapidement, parce qu'il y a aussi une autre thématique qui me plaît en ce moment, c'est l'investment grade, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ouais. Movies US. Je pense qu'il y a effectivement aussi une poche sur laquelle on peut réfléchir. Et on va passer à l'euro-dollar. Donc là, ça a baissé ces dernières semaines. Ouais. On est à 1 euro sous 1,07 $ en moyenne, c'est ça, Laurent ? Oui. Alors,
Le niveau de stress sur l'euro-dollar, pour nous, c'est sous les 1,05. On voit qu'on évolue à l'intérieur d'un range entre 1,05 et 1,11. Si on casse le niveau à 1,05, c'est pas bon, parce que encore une fois, ça ouvre un potentiel de baisse dont on maîtrise mal les retombées. On pourrait aller à 1,02. Si on casse 1,05, peut-être qu'on ira à la parité. Je ne sais pas, en fait. Mais on est sur un range qui est bien délimité, bien borné entre 1,05 et 1,11. Tant qu'on reste dans ce range, ça va. D'accord. Si on casse les 1,05, c'est un facteur de stress. Dans un environnement où la BCE a commencé à baisser ses taux directeurs avant même la Fed, ce qui est historiquement incroyable, c'est une première. Notable, c'est une première. Et donc, ce qui n'aide pas non plus l'euro versus dollar. Tout à fait. Après, il faut voir le verre à moitié plein. Hein. C'est que ça, pour l'investisseur européen qui achète des actions américaines, il bénéficie du change. Oui. On a le vent dans le dos sur le change. Et inversement, importer du pétrole, ça a un impact sur le pouvoir d'achat. Voilà. Si l'euro continue à baisser, on apporte de l'inflation. On apporte de l'inflation. Donc, ce qu'on a fait d'un côté pour protéger le pouvoir d'achat sera sans doute contrecarré par la baisse de l'euro et la hausse du dollar. On importera de l'inflation, notamment quand on importe du pétrole ou des matières premières. Et d'accord, donc je pense qu'on a résumé ce mois de juin à merveille. J'avais juste une dernière question à vous poser très rapidement et à tous les trois. Jean-François Bay, pour commencer, quels sont selon vous les enjeux pour le semestre à venir là ? Les enjeux, vous voulez dire pour qui ? Pour l'investisseur français ? Pour l'investisseur, oui, tout à fait. Alors, je pense que les enjeux, c'est déjà de protéger l'allocation, parce que c'est difficile de faire des choix tactiques dans l'environnement actuel, et Bertrand l'a bien expliqué, on a tendance à vouloir paniquer un peu, revenir sur les fondamentaux, ses objectifs, sa tolérance au risque, etc., et essayer de retrouver de la diversification, là où les classes d'actifs se recorrèlent un petit peu, et la volatilité augmente. On parlait de l'or, on parlait des govies US, on parlait des actions américaines, actions internationales, donc tout ne va pas mal. Il y a des thématiques qui se portent plutôt bien. Et donc, voilà, ne pas paniquer et être englué par l'actualité et sortir pour essayer de regagner de la diversification dans son portefeuille. Bertrand Lamiel. Sur les semaines là, où les indices ont été attaqués, nous, typiquement, on a vu que justement le fait d'avoir un portefeuille avec de la diversification sur notamment les valeurs américaines, les valeurs européennes, en fait, on a quasiment pas lâché de performance. Donc oui, on a vu le CAC revenir très fortement, mais à partir du moment où ça faisait un moment, par exemple, que le luxe était moins bien orienté, donc on l'avait sensiblement baissé dans nos allocations, on a à peu près bien traversé cette période de stress. Donc je pense qu'il faut, les indices, ça bouge, mais il faut rester au niveau des valeurs. Et donc, encore une fois, tant qu'elles sont bien orientées, qu'elles ont plutôt bien traversé cette période de stress, rester dessus, et puis on verra pour la suite. Laurent Albi, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? Oui, je suis d'accord, j'irai plus loin. Moi, je pense qu'il faut passer défensif. Je pense que l'histoire de la Big Tech aux États-Unis, c'est une histoire qui est là pour durer. Maintenant, quand on voit la performance du Nasdaq 100 et l'importance de la tech aux États-Unis, ça commence à devenir cher. Je pense que ça vaut le coup de commencer à chercher ailleurs. Et en Europe, compte tenu de tout ce qui se passe, je pense aussi que c'est le moment de passer défensif. Donc, je pense qu'il faut faire une rotation dans son portefeuille et être plus défensif. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Je pense que cette deuxième partie d'année va être beaucoup moins intéressante que la première, parce qu'elle a quand même été assez spectaculaire aux États-Unis. Je pense qu'on a fait déjà beaucoup de perfs, et je pense que cette deuxième partie d'année, elle va être un petit peu plus compliquée, et je pense que ça serait bon d'avoir un petit peu moins de bêta et d'être un peu plus sur la réserve. Et puis les produits de taux délivrent du rendement. Oui. On oublie que les obligations sont sur des niveaux qui délivrent du rendement, et un rendement intéressant, net d'inflation. Donc, moi, je suis très obligation en faveur du défensif. Oui, absolument. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Laurent Albi, vous êtes responsable de Next Momentum. Merci Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Et merci Bertrand Lamiel, directeur de Ports en Par Gestion. Merci.